Yo tout le monde, ici Juju tout seul, et aujourd'hui j'avais envie de faire une mini rétrospective sur la trilogie Tron, parce que j'ai vu tout récemment Tron Ares tout simplement, et donc j'espère que cette vidéo se passera très bien, parce que je suis un peu enrhumé, et donc à partir de là j'espère que je ne vais pas faire trop de dégâts lors de cette petite rétrospective de la saga Tron, qui n'est pas une saga extraordinaire, parce qu'à la base ce n'était pas une saga. C'était un film, sorti en 1982 me semble-t-il. C'est vraiment la base de ce concept qu'on a maintenant tout le temps, dans les films un peu adaptés de jeux vidéo, de médias un peu fantastiques, c'est-à-dire un personnage, en fait c'est très campbellien, en fait. C'est un personnage qui est plongé dans son monde ordinaire et qui va se retrouver enfermé dans un monde extraordinaire. Et Tron, c'est un peu la base même, c'est le truc le plus clair sur cette définition-là, avec cet individu, monsieur Kevin Flynn, joué par l'iconique Jeff Bridges, qui finit donc emprisonné dans cette espèce de jeu vidéo, dans ce programme dont il a lui-même participé à la création, justement. Et ça, c'est exactement le type de scénario qu'on a eu avec des films comme Minecraft récemment, etc., Jumanji et autres. Et donc Tron, c'est la base de ça, parce que déjà ces exemples-là que je viens de vous sont des adaptations de jeux vidéo, ou en tout cas ce sont des prémices qui reprennent des codes du jeu vidéo, comme les derniers Jumanji avec The Rock. Et donc Tron, c'est la base de ça. C'est que Tron, dès 82, on s'est dit on va plonger un personnage dans un environnement en 3D, ce qui va faire que le premier Tron était effectivement une révolution à son époque, tout simplement, parce que, et c'est aussi pour ça que moi je pense que Tron 1, honnêtement, pour moi c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film culte. Pour moi il faut faire la distinction entre les deux, c'est qu'un film culte peut être plein d'imperfections, perfectibles du coup, mais ne pas être un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est vraiment le film parfait, iconique, qu'on doit étudier, etc. Là où Tron, c'est pour moi, en fait, Tron, pour moi, le problème de Tron, c'est qu'on est à cheval entre la démo technique et le bon film, on va dire. C'est que ce qui est intéressant avec Tron, c'est pour ça que pour moi le film il vieillit pas tant que ça. Il y en a qui vont trouver le film très très vieillot dans un sens, et je comprendrais totalement, notamment parce qu'il y a par exemple les costumes qui sont très cheap, pour le coup les costumes avec les espèces de néons de couleurs qui ressortent et qui fait très pyjama en tissu, pas très beau. Ça pour le coup oui, ça c'est pas très très beau. Ou les frisbees, les cercles qu'ils ont à la main également, qui sont pas non plus très très beaux dans ce premier film. Mais, désolé, mais pour moi la prémisse de personnages qui sont éjectés dans un environnement en 3D, tient encore la route aujourd'hui, parce que désolé, mais moi, quand on me parle de 3D dans ma tête aujourd'hui, pour moi, un environnement en 3D, c'est un environnement qui joue sur les profondeurs, sur les perspectives, avec des ronds, des cercles, mais des ronds et des cercles monotones, monochromes, qui n'ont rien sur leur surface, qui sont très vides, très sobres, très simples, avec peut-être quelques reflets derrière, pour créer cette sensation de perspective. Et du coup, de 82 à 2025, pour moi, la 3D reste dans l'inconscient collectif ce que représente le premier Tron, en fait. C'est que quand les personnages vont dans l'environnement de 3D du premier Tron, eh bien, ils vont dans un environnement 3D comme on en imagine. Quand on voit des prototypes de design, par exemple, on va te faire des cubes comme ça, sur des trucs en 3D, ensuite on va utiliser l'imprimante 3D pour le concevoir dans le monde réel, par exemple. Donc, pour moi, évidemment, le film se porte très très bien parce que, oui, c'est un environnement 3D numérique, pas très beau, super lisse, qui est très fake, mais c'est ça un environnement 3D en fait. Donc pour moi, le fait que tu aies ces personnages incrustés dedans, je trouve que ça reste assez impressionnant. Et en plus en termes de décor, c'est assez varié, quoi. C'est qu'on a bien sûr des carrés, des ronds un peu partout. On a des environnements qui ont des bâtiments, des buildings, des vaisseaux géants qui volent, des motos, des espèces de pseudo-voitures aussi. Donc le film est très très varié dans ses péripéties, très très varié dans ses séquences d'action. C'est qu'on a bien sûr les fameuses courses-poursuites en moto de la saga, les espèces de duels de frisbee un peu en arène, on va dire aussi. Et à la fin, t'as le méchant qui devient géant carrément à la fin, donc il te joue. Il y a plein de trucs, je trouve, qui se passent dans le premier Tron en termes de péripéties, avec ce gros méchant qui m'a beaucoup rappelé pour les fans de Marvel, l'intelligence suprême de l'Empire Kree dans l'univers Marvel. Donc donc la planète des Kree qui est contrôlée par une IA qui est en fait une grosse tête géante. Et le Master Control dans ce film-là, c'est exactement ça, c'est une grosse tête géante en IA qui, oui, a vieilli certes, mais c'est une espèce de cylindre en 3D, le mec. Donc en vrai, c'est cohérent avec le propos du film, le concept du film en lui-même, quoi. Mais pour moi, le problème que j'ai avec ce premier Tron, ça manque de musique. Après, je vais pas dire ça parce que, après, on va s'en taper pas mal de la musique dans les deux suivants, mais parce que, je trouve que le film fait très démo technique plus que film à part entière, parce que ça manque de spectaculaire, ça manque d'iconisation, ça manque d'émotion, je veux dire. C'est que, déjà, je trouve que les acteurs ne sont pas forcément très bons. C'est que j'aime bien Jeff Bridges, il a un très bon capital sympathie, etc. Mais je trouve qu'il est pas très bon dans le film, et je trouve qu'aucun acteur est vraiment très bon, parce que déjà, on essaie de créer des relations entre ces personnages-là qui sont trop peu développés, trop courts, et qui sont assez artificiels dans un sens. Notamment parce que t'as tout le délire de Jeff Bridges qui est amoureuse de sa copine, qui est en fait qui est en fait la copine de Alan. Et en plus, dans la grille, Alan et cette fille-là sont ensemble, etc., en mode Tron, etc. Donc il y a tout un délire.
Mais en plus de ça, bah, les personnages sont obligés de jouer devant des fonds bleus, des fonds numériques, etc. Du coup, ça se voit que parfois ils savent pas quoi faire. Ça rappelle un petit peu les quelques cas de la prélogie Star Wars avec George Lucas. C'est que les acteurs doivent simuler des jeux, en fait ils font du théâtre un peu. Du coup ils jouent un peu de façon absurde, souvent dans le film. Du coup je trouve que ça fait très faux et je trouve que le film n'est pas du tout authentique en termes d'acting, ce qui fait que je ressens pas forcément d'attache envers les personnages et que je les trouve pas forcément très intéressants ou très impactants dans l'œuvre en général. Et puis en dehors de ça, bah, la musique, je trouve qu'il y a beaucoup de silence dans ce film. C'est qu'il y a quelques musiques, quelques séquences avec de la musique, oui, mais très très peu. Je trouve que le film est quand même très très silencieux, ce qui fait que le film, il fait 1h40 quand même, il me semble. Bon, on peut facilement se faire chier, honnêtement. Parce que oui, c'est cool de voir des personnages se balader dans un univers en 3D, mais si on les voit marcher pendant 2 minutes et qu'il n'y a que du silence et pas de musique qui va élever l'intensité de la séquence, là, je trouve que c'est un peu mou du genou. Et ça, je trouve que c'est un peu le défaut qu'on avait dans ce premier film-là, c'était assez mou du genou parce que ça manquait de musique pour agrémenter la sauce qui pourrait rendre le film vraiment divertissant et créer ce côté grand spectacle qui ferait de ce film un vrai film et pas juste une pseudo-démo technique de ce côté-là. C'est que ça manque de musique, ça manque d'épaisseur dans cet aspect-là. Et puis je trouve que la mise en scène est plutôt bonne. Comme je dis, le monde 3D est très très bien retranscrit, tout est clair, tout est bien découpé. Et la logique des jeux vidéo et l'idée même de l'univers de Tron est très très cool. Hein. Le fait de créer une sorte de métaphore du hacking, des programmations informatiques et de jeux vidéo via une espèce d'environnement d'intelligence artificielle. Certains codes et certains programmes sont personnifiés sous la forme de personnages avec des avatars humains et avec des requêtes qui deviennent des espèces de requêtes sportives pour eux dans un jeu en fait. Donc il y a une mise en abîme qui est intéressante et qui est plutôt cool dans l'univers de Tron. Et je trouve que la mise en scène aussi en dehors de la grille est plutôt pas mal. J'ai toujours aimé la séquence où Kevin Flynn du coup se fait téléporter dans le monde de Tron. Du coup, parce que du coup t'as vraiment le côté imprimante 3D où il va te désintégrer ligne par ligne, donc en mode colonne par colonne. Donc on sent le côté vraiment informatique du truc, le côté très très requête. En fait c'est une requête télécommandée en fait. Donc on sent le côté artificiel de sa téléportation qui marche assez bien encore aujourd'hui. Là où pour le coup, Tron Legacy, quand Tron Legacy avait refait cette séquence, c'était pas très intéressant par exemple, entre autres. Mais aussi même la mise en avant des antagonistes du film, donc l'entreprise Encom est plutôt bien, et plutôt cool. J'adore le fait que leur hélicoptère se ressemble à l'univers de la grille, c'est que leur hélicoptère, pareil, est fait avec des néons rouges un peu autour, c'est que je crois qu'on voit bien le E dans le building de Encom, un peu en mode néon aussi, et t'as le bureau du méchant chef d'entreprise, Gillinger, qui reflète parfaitement sa personnalité sous sa table brillante, ce qui peut refléter aussi les avatars des grilles, etc. J'aime bien la DA qui nous est donnée par rapport à l'environnement des antagonistes du film, donc cette entreprise maléfique, on va dire. Après, si j'avais des défauts à relever, encore une fois, et j'en ai encore, oui, l'histoire est très classique, hein. C'est l'histoire du hacker rebelle qui va se rebeller contre la méchante entreprise capitaliste, qui veut se faire plein de thunes derrière les individus qui l'exploitent. Et donc à partir de là, le film n'est pas extraordinaire, c'est que le film est très très simple, le film suit énormément le schéma du monomythe de Campbell aussi, et en vrai au-delà pour moi de la dimension technique, le film n'est pas incroyable, tu vois. C'est un film qui se regarde, qui est sympathique, mais qui a beaucoup de failles, comme je vous l'ai déjà évoqué. Un film à voir parce que ça reste un film important dans le cinéma, mais pas un grand film non plus, je dirais. Un film culte, mais pas un chef-d'œuvre. Comme Tron Legacy, j'ai envie de dire. Tron Legacy qui était le premier, d'ailleurs, film de Joseph Kosinski qui a bien grandi entre-temps avec Top Gun Maverick qui était excellent et F1 qui était sympathique. Et oui, pour un premier film, Tron Legacy est un très bon film. Mais en tant que film en lui-même, Tron Legacy reste un film sympathique. Pour moi, c'est quasiment au même niveau que le premier Tron dans ce côté-là. C'est que dans Tron Legacy, visuellement, c'est impressionnant. C'est que du coup, on va totalement redesigner un peu l'univers de Tron pour créer une interprétation moderne de la grille du coup de Tron, bien sûr. Et c'est bien foutu. C'est que visuellement, c'est super cool. C'est que t'as ce jeu avec ces personnages habillés en noir, un peu en mode rétro, un peu en mode cyberpunk, avec des lignes de couleurs de partout qui délimitent les méchants des gentils, les buildings avec des espèces de nuages de 3D qui simulent une ambiance un peu pesante, un peu sombre, un peu punk entre guillemets, qui marche très très bien. Et à côté de ça, on va te créer des métaphores de notre monde réel dans cet univers de grille, notamment tout le côté natif américain, tout le côté colonisation du méchant du film qui est Clou, il me semble, qui veut anéantir un peuple parce que ce peuple s'est créé par sa propre autonomie et Clou ne peut pas supporter ça, il va anéantir et coloniser ce peuple-là. Donc ça rappelle bien sûr la colonisation des Amériques, et bien plus que ça, c'est qu'il y a une énorme colonisation dans notre histoire, dont les Français.
Et il y a aussi ça, et puis le fait on te symbolise des circuits de voitures ou des arènes, donc dans ce film, mais style intelligence artificielle, style grille informatique, avec cet environnement très très sombre, très très noir, qui fait très cover d'album dans ce côté-là, d'où la participation à la musique de Daft Punk, hein, bien sûr. Donc Daft Punk qui, bien sûr, ont basé leur chara design sur le premier film Tron, et qui du coup compose la BO de ce film-là, qui est une BO extrêmement mémorable, et qui est pour beaucoup le grand point fort du film, je suis plutôt d'accord avec ça, dans le sens où la BO est très ambiante, c'est pas une BO qui va... Parfois la BO elle va être un peu rythmée, le thème principal est plutôt sympa, mais ça joue beaucoup sur l'ambiance, sur l'introspection de cet univers, c'est qu'on rentre dans un univers, il y a un côté un peu Avatar, c'est que Tron Legacy a été fait parce qu'on sortait d'Avatar. On y a vu le potentiel pour ressusciter un vieux premier film via une suite, où on va de nouveau créer cette sensation encore une fois Joseph Campbell, hein, passer du monde ordinaire au monde extraordinaire, donc... Et le monde extraordinaire est en 3 dimensions. Donc là, on peut jouer sur la 3D et donc on peut capitaliser sur le grand succès qu'avait Avatar 1 premier du nom. Donc ce qui fait que Tron Legacy joue beaucoup sur les effets de profondeur, de 3 dimensions, ce qui fait que la 3D est superbement réussie dans ce film-là, bien sûr, avec des effets très très cool. C'est que par exemple, tu as des individus qui ont des cicatrices. Leurs cicatrices sont faites de pixels, c'est des cicatrices un peu carrées. Et dès que tu tues quelqu'un, en fait, il se désintègre sous forme de petits pixels à chaque fois aussi. Donc l'univers est très très bien conçu, il y a une attention au détail qui est extrêmement réussie. Je dirais que le défaut que j'aurais, par rapport d'ailleurs au premier Tron, c'est que dans le premier Tron, il y avait quand même des séquences avec de la figuration, avec des personnes qui avaient plein de costumes différents, des designs un peu sympas et tout. Il y a beaucoup moins de figuration dans ce film-là. La seule fois qu'il y a vraiment de la figuration, c'est la séquence avec Michael Sheen, qui joue le chef de la résistance, qui va devenir un connard, etc. Qui joue un personnage assez en couleur, un chaplinesque, hein, c'est Michael Sheen après. Donc c'était aussi intéressant avec cette DA un peu plus blanchâtre, avec justement t'avais les femmes androïdes très blanchâtres qui étaient dans ce côté-là aussi, qui marchaient bien. Ce qui est intéressant, c'est que thématiquement, ce monde-là s'inspire de beaucoup de choses. Je vous ai déjà parlé d'histoire, il y a aussi le côté fascisme, avec du coup cet antagoniste qui va te faire des speeches devant des troupes immenses, qui rappellent bien sûr la Seconde Guerre mondiale entre autres, bien sûr. Et puis le film a aussi s'inspiré c'est un film qui parle de résistance contre une dictature fasciste. Donc le film est évidemment très très clair là-dessus, donc il n'y a pas trop de doute. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le film est aussi très méta. J'aime bien le côté méta du film, c'est que dès l'intro du film, tu as du coup Kevin Flynn qui va donc raconter des histoires à son fils, etc. Et du coup là tu vois que depuis le premier film, ils ont fait des jeux vidéo Tron, il y a des collections Tron, des jouets Tron, etc. Donc il y a un côté méta sur le spectateur qui a grandi avec Tron, qui va emmener son fils voir ce film-là, qui est assez marrant et qui marche plutôt bien aussi. J'aime beaucoup l'intro façon télévision qui fait l'exposition du film. Même s'il faut avouer que, j'en ai pas encore parlé, mais le gros point faible du film, l'un de ses gros points faibles, c'est le scénario du film. C'est que le scénario, pour moi, fait un peu trop remake du premier film. C'est qu'on est très très proche du premier film en termes de structure. On est sur le revival classique où maintenant on ne suit plus le héros principal du premier film, on suit le fils. Et bien sûr le fils a exactement la même caractérisation que son père, c'est-à-dire c'est un hacker rebelle qui n'aime pas les entreprises capitalistes et qui va les faire chier au début du film, avant d'être miraculeusement téléporté dans le monde numérique, comme son père dans le premier film. Donc c'est vrai que par exemple, moi je suis pas très fan de la première demi-heure du film qui fait très remake du premier film, avec plus de budget, plus de mise en scène, etc. Mais ça reste un gros remake du premier film. Pas forcément super intéressant, c'est que les scènes de casse sont pas oufissimes dans cette première demi-heure. Et puis tu as Cillian Murphy qui est dedans, d'ailleurs Cillian Murphy qui aurait dû être l'antagoniste du troisième film. Non, si Konietzki avait pu mettre son plan en exécution de faire un troisième film Tron qui je crois se serait appelé Tron Ascension, je crois, si j'ai pas de conneries, ou Cillian Murphy aurait été l'antagoniste, donc le fils de Dillinger. Bon, au final, ça ne s'est pas fait, du coup, t'as Cillian Murphy qui a une scène dans le film, du coup, c'est assez marrant, mais c'est tout, il est là. Donc voilà. Et oui, il y a des parallèles visuels qui sont intéressants sur le fait que le personnage le héros pilote une moto, du coup, au début du film, et donc ça fait un parallèle avec les séquences de moto dans le monde numérique, donc il y a des petits parallèles sympathiques visuellement qui sont créés par rapport à ça, comme le fait qu'on joue sur les buildings de New York pour créer ce côté un peu code, ce côté un peu carré cubique, qui pourrait être mis en parallèle également avec le monde numérique, vu qu'on développe le monde numérique de façon à ce que le monde numérique soit similaire à notre monde à nous, c'est que le monde numérique est un monde où l'antagoniste principal veut créer le monde parfait, mais pour créer un monde parfait, il est obligé de devenir un antagoniste qui va anéantir des peuples, commettre des génocides. C'est que c'est un film qui parle de génocide, quand même, aussi. Donc il y a beaucoup de propos par rapport à notre monde actuel. Et c'est vraiment ça le bilan que ce film fait de son monde numérique, c'est que les IA, les intelligences artificielles, sont aussi humains que les humains, en fait. C'est que le mec veut créer un monde parfait, il veut aller sur Terre pour créer un monde parfait, et notre monde est tellement imparfait que oui, il va l'anéantir. Et donc Jeff Bridges va lui dire à la fin, tu ne peux pas créer la perfection n'existe pas, on ne peut pas la créer. Et c'est intéressant parce que ça crée aussi une introspection de personnage avec Jeff Bridges, parce que Jeff Bridges joue le héros et le méchant du film, c'est ça qui est cool. Et moi j'aime beaucoup Jeff Bridges, donc j'étais content de le voir jouer deux rôles. Parce qu'à la fois il joue cette espèce de Obi-Wan, donc c'est le père de Sam Flynn, qui est un peu déconnecté de la réalité, qui maintenant médite, fait du yoga, très calme, très zen, et qui a une relation assez touchante, un peu plus subtile avec son fils, je trouve, qui
quelques séquences un peu humaines où il se demande qu'est-ce qui est arrivé à ses parents, etc. Et parce que c'est un personnage qui a raté. Qui a raté, c'est le mec qui voulait changer le monde via la technologie et créer le monde parfait. Et le truc, c'est qu'il a scindé cette personnalité de lui dans son clone, du coup, numérique Clou. Et Clou, lui, va trop le prendre au premier degré, il va l'interpréter d'une autre manière qui est beaucoup plus extrémiste. Et du coup, c'est un personnage qui va se confronter à lui-même en confrontant Clou, en lui dévoilant le fait que la perfection n'est pas possible, en fait. Donc je trouve que c'est une confrontation qui est intéressante et que j'aime beaucoup. Jeff Bridges est excellent dans les deux rôles, je trouve très très bon, hein, que ce soit dans le rôle un peu plus sage ou dans le rôle un peu plus... Là, il fait un peu plus ce Jeff Bridges, parce que Jeff Bridges, c'est vraiment un mec qui est en mode un peu à la cool, hein, en termes de personnalité d'habitude. Donc en tant qu'antagoniste, il est assez intéressant aussi, même si on aurait pu le développer un poil plus. Après, il y a aussi la question, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que comme le premier film, qui était une révolution technologique pour son intégration d'univers en 3 dimensions, ce film-là va également tenter quelques avancées technologiques en tentant le de-aging. Il y avait déjà eu un petit peu de de-aging par le passé, notamment avec X-Men 3 par exemple, mais là c'est la première fois je crois qu'au cinéma on a un de-aging qui est quasiment présent durant tout le long du film quasiment. Donc ce qui fait que oui, Jeff Bridges a très mal vieilli, c'est que son visage, son rajeunissement a très très mal vieilli, ça fait très moche, très kitsch, etc. Mais pour l'époque c'était moche aussi, mais c'était une tentative plutôt réussie, plutôt intéressante de rajeunir un personnage qui était plutôt cohérent avec ce que le film nous propose. Et donc, je respecte quand même ce film dans le sens où ce film a quand même tenté d'avoir un petit impact sur l'industrie du cinéma, quoi. Donc il y a aussi ça que je respecte beaucoup aussi. Donc il y a, ouais. Et l'autre défaut qui me dérange, je suis pas très fan des héros du film. Heureusement qu'il y a Jeff Bridges qui joue deux rôles, parce que sinon... Je trouve que Gareth Edlund en Sam Flynn, je trouve qu'il fait très Chris Hemsworth du pauvre, je trouve très fade, très mou, En fait c'est le cliché du beau gosse, je trouve qu'il a pas un charisme particulier, il est pas fascinant, pas très intéressant, il est pas très caractérisé je trouve, c'est qu'il est assez lisse parce que même le scénario lui donne pas tant que ça à jouer. Pareil pour Olivia Wilde, c'est qu'Olivia Wilde, et en plus ça me perturbe de fou, parce que Olivia Wilde dans ce film-là joue la rescapée. En fait, Olivia Wilde joue la native américaine. Joue la native américaine qui a survécu du coup au génocide de son peuple, et du coup elle est la dernière de son espèce, une espèce qui est très très spéciale du coup, avec ses tatouages numériques. Et moi j'aurais pas, personnellement, même si on va me dire que c'est de la caricature, mais j'aurais pas été contre de prendre une actrice d'une autre ethnie, parce que déjà Olivia Wilde, il n'y a pas plus caucasienne qu'elle, j'ai envie de dire. Et entre-temps, Olivia Wilde, on sait que c'est une personne qui n'est pas forcément sympathique, parce qu'elle s'est prise beaucoup de polémiques à la figure lors des making-of de ses propres films. Donc on sait qu'Olivia Wilde, c'est une personne qui est pas forcément très très sympa. Et en plus, elle est pas... moi, quand je la vois, pour moi, c'est du foutage de gueule. Genre, je la vois, elle est toute blanche, je me dis... Elle a pas survécu à un génocide, elle, c'est une caucasienne, tu vois. Donc je trouve... Moi, ça me sort du film. Oui, c'est un inconscient collectif de nous... de nous êtres humains qui, quand on voit un blanc, on voit un homme riche, tu vois, et quand on voit des personnes de couleur, forcément, on pense à la colonisation, à ce passé tragique que les peuples ont tous vécu. Du coup, moi, quand je vois Olivia Wilde, yeux bleus, blanche, moi, pour moi, j'arrive pas à me concevoir le truc, quoi. Donc, j'arrive pas... Elle me décrédibilise l'œuvre, en fait. Donc, personnellement, j'aurais pas été contre de prendre une actrice d'une autre ethnie. Bon, surtout que le film est très très blanc, hein, ça faut le dire aussi, hein, c'est 2010. Bon, il y a le personnage Alan qui revient, c'est sympathique, mais il y a pas grand chose à redire de plus. Et puis, le scénario est pas fifou, quoi. Le scénario est pas fou du tout, c'est comme je vous dis, remake du premier au début. Puis je trouve qu'ensuite, on va un peu en surface dans le développement des personnages sur le reste de l'œuvre. Pas de grosse mise en danger super forte, pas d'enjeu qui va te prendre aux tripes. Des concepts un peu sous-exploités, comme les femmes numériques au début, des trucs comme ça. Le contexte, c'est que ça manque de figuration. Le world building est pas assez étoffé en termes de densité, on va dire. Des thématiques intéressantes parce que ça parle aussi du bouddhisme, de la spiritualité par rapport à Jeff Bridges, etc. Donc on sent qu'on est dans un monde complexe, fascinant, mais qui manque de substance pour vraiment vivre, en fait. C'est que ça fait très... En fait, on revient un peu au côté démotechnique que j'avais relevé sur le premier film. Après, je trouve que ça passe mieux dans celui-là parce qu'il y a la musique des Daft Punk qui rendent le tout assez vivant, heureusement. D'ailleurs, avec leur caméo qui était assez fun, d'ailleurs. Mais le film, pareil, est assez bancal, c'est que le combat final, par exemple, très très basique, avec ce twist qui ne sort pas de nulle part, mais qui est ajouté tellement à la truelle du fait que le bras droit de Clou durant tout le film, c'était Tron, en fait. C'était le Tron du film d'avant qu'il avait reconverti en méchant, genre. Du coup, on découvre ce twist-là 2 minutes avant que Tron crève. Donc on a le twist de « Oh putain, c'était Tron », 2 minutes après, il crève. 2 minutes après, il est reconverti en gentil et il crève. En plus, Tron, on voit même pas son visage parce que du coup, il a son casque. Du coup, je trouve que ça rend la révélation super caricaturale et super artificielle, qu'à de le dire, parce que le mec, on voit pas son visage, il y a pas les émotions du personnage de Tron à l'intérieur. On va juste dire c'est Tron, c'est un mec masqué lambda. Mais c'est Tron. Oublie pas que c'est Tron quand même, hein. Ça se voit peut-être pas parce qu'il a un casque et tout, mais c'est Tron. Donc il soit impliqué émotionnellement parce que c'est le même Tron que dans le premier film.
Mais bon, le mec il a un casque et puis après il se sacrifie pour battre Clou et puis il tombe dans la mer et voilà. C'est vraiment rajouté à la truelle, fait à la va-vite le twist sur Tron et en plus bah, la fin est assez classique avec du coup bon, la position classique de Tron avec le cerceau qui lève comme ça et tous ces trucs là. Et la fin cliché de bien sûr, bah, comme il joue le Obi-Wan de Jeff Bridges, bien sûr il va mourir. Bien sûr, il va mourir et donc il va se sacrifier pour sauver son fils et sa fille spirituelle, donc Olivia Wilde dans son rôle d'Ia. Et donc à la fin, du coup, les deux sont sur Terre et donc Olivia Wilde va apprendre à vivre comme une humaine normale, entre guillemets. Et aussi, il y avait aussi le truc aussi de... C'est vrai que t'as aussi le bras droit de Jeff Bridges qui est le cliché du Starscream. C'est vraiment le valet servant un peu perfide qui, s'il doit survivre, il doit trahir son maître pour survivre, il va le faire, et qui va bien sûr se faire tuer par son maître à un moment donné. Bon, ça aussi, c'est extrêmement cliché. Donc le film est cool, visuellement il est cool, scénaristiquement il est faible, musicalement il est cool, le casting moyen parce que j'ai du mal avec les héros du film qui sont assez lisses. L'ambiance est super cool. Je trouve qu'on s'ennuie pas, je trouve que... En fait, il y a un côté très feel good dans le film, j'aime bien il y a un côté un peu cyberpunk... chill, un peu presque lo-fi, un peu dans le ton du film, je trouve. Lo-fi, je sais plus. Mais ça manque de substance, ça manque d'incarnation, ce qui fait que le film, pour moi, il est encore une fois un peu moins que le premier, comme je dis, mais à la limite de la démo technique, encore une fois. Ce qui fait qu'il est bon, c'est quand même un film très cool et un peu une arlésienne parmi les films un peu originaux de Netflix qui ont souvent des gros échecs, mais ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux, mais pour un premier film de la paire de Kosinski, ça reste très impressionnant. Et c'est là que je retire tout ce que j'ai dit, parce qu'on a eu Tron Ares qui est sorti, et Tron Ares... Nom de Dieu. Nom de Zeus, parce que Tron Ares réalisé par Monsieur Joachim Rønning, réalisateur norvégien me semble-t-il, on s'en fout. Le truc que je retiens, c'est que ce mec-là a co-réalisé Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar, qui était une merde infâme, qui a tué la licence Pirates des Caraïbes que je déteste du plus profond de mon être. Et du coup, bah, je n'avais aucune confiance dans l'annonce du film, c'est quand t'annonces le film, c'est ce mec-là qui fait le film, plus les Daft Punk parce qu'ils ont pris leur retraite. Jared Leto dans le... Pourquoi tu mets Jared Leto en héros du film? Le mec, il a fait Morbius, il a fait le Joker, il a fait que des flops là récemment. Il avait une bonne carrière avant, hein. Il avait fait Mr. Nobody, Dallas Buyers Club, Requiem for a Dream, etc. Mais là, Jared Leto, c'est plus personne aujourd'hui, quoi. C'est un mec qui fait des sectes avec son groupe de musique, qui a des accusations un peu, des casseroles au cul. Donc pourquoi prendre... Qui a eu l'idée incroyable de prendre Jared Leto? Sans déconner. Donc il y a eu ça en plus. Donc désolé, moi je ne voyais pas comment le film pouvait marcher. C'est que déjà Tron, c'est pas une saga très lucrative, c'est que le premier film avait pas fait trop d'argent, il était pas très rentable. Le second, à peine, il a fait 400 millions, ce qui est ok, mais il s'attendait à beaucoup plus à l'époque, Disney. Donc là, en pic 2025, Tron, ça aurait pu être actuel, parce qu'on est en pleine période où les IA sont en train de prendre un peu l'ascendance sur notre société, oui. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à dire? En fait, le truc avec Tron Ares, c'est que c'est un film qui est fade. C'est un film qui est très fade. C'est que le truc, c'est que c'est un film qui va voler, en fait. Pour moi c'est comme ça que je qualifie Tron Ares. Pour moi, Tron Ares, c'est un gros film de fanservice sur le premier film Tron, mais qui va garder le skin du deuxième film Tron. Donc moi, je spoil, on s'en fout, hein. C'est-à-dire qu'on revient à une thématique plus proche du premier Tron, c'est-à-dire les méchants du film, c'est la méchante entreprise du film, les Dillinger. On revient aux Dillinger en tant que méchants du film. On a de nouveau le concept de Master Control qui revient. On a la forme de Evan Peters avec une grosse tête rouge dans le monde numérique qui fait penser bien sûr au Master Control du premier Tron. On fait l'expérience inverse du premier film. On va téléporter un oranger numérique, on va le téléporter dans le monde réel, ce qui est l'inverse du premier Tron il y avait l'expérimentation avec l'orange aussi. Et puis il y a aussi la fameuse séquence avec Jeff Bridges où on revient dans la grille originelle. Donc c'est un film qui fait... Et puis la scène post-générique aussi. Donc c'est un film qui fait énormément référence, qui rend énormément hommage au premier Tron. Aussi on retrouve la bande d'arcade aussi qu'on avait aussi dans le 2, etc. Mais sans substance. Et en gardant exactement la même DA que Tron Legacy. C'est que Tron Legacy avait créé une DA, là on est 15 ans plus tard, on va pas se dire on va peut-être moderniser la DA et créer quelque chose peut-être encore plus moderne si possible, avec de nouveaux effets, de nouveaux visuels, de nouveaux costumes, quelque chose qui pourrait appeler à la nouveauté. Et en fait non. En fait on va se dire bah Tron Legacy ça a quand même gagné un petit statut un peu culte au fil du temps. Donc on va prendre le skin de Legacy et on va reprendre la DA de Legacy du coup. Et ça c'est pas très intéressant. C'est que il y a des idées que j'aime bien. J'aime bien l'intro du film. J'aime bien l'intro du film où ils reprennent la même idée que Legacy avec la télé, où t'as Jeff Bridges qui est de-aging, qui a un meilleur de-aging que dans le 2 du coup, qui est interviewé. Et ensuite on va rentrer dans la télé, donc on va rentrer dans les pixels de la télé. On va voir toutes les chaînes de télé façon 3 dimensions. Et ça j'avoue c'était une séquence d'intro que j'avais bien aimé qui
upgradé du coup la séquence d'intro de Tron Legacy, du coup ça c'était assez cool. J'ai bien aimé tout le début du film avec la BO de Nine Inch Nails, tout le code couleur rouge, très rouge qui est assez cool. Et les jeux de mise en scène, c'est quand on te fait des zooms, des travelling, l'apparition du titre était très bien faite aussi par rapport au building, etc. Et le fait qu'on joue avec les reflets du casque de Jared Leto, le fait qu'on tourne un peu avec la caméra, etc. Moi les 15 premières minutes j'étais en mode ah ça peut être sympa, et ensuite il n'y a plus d'idées. Tout ça, ensuite il se passe plus rien, ensuite on se fait chier, genre c'est ça qui est dommage, c'est que pour moi le film pouvait être bien. En fait le film va tenir la promesse de la fin du deuxième film, c'est-à-dire on va faire un film où cette fois les IA vont rentrer sur Terre, comme Olivia Wilde à la fin du deuxième. Ce qui était d'ailleurs aussi l'idée que Koyanski voulait réaliser à l'époque où il devait faire un troisième film Tron, que du coup ils ont repris et qui a énormément muté au fil des années du coup pour que ça donne Tron Ares du coup. Moi ce que j'ai vraiment aimé dans le film, et j'ai vu que ça divisait un peu, mais moi personnellement j'ai adoré. La BO de Nine Inch Nails, moi je connaissais pas Nine Inch Nails, moi je les connais en tant que compositeur, donc je les connais pour les BO de Fincher, la BO de la série Watchmen, etc. Donc Trent Reznor et Atticus Ross. Et donc là ils reprennent leur titre musical donc, de groupe de Nine Inch Nails qu'ils avaient à l'époque des années 90, qui ressuscite pour Tron Ares. Et j'avoue que j'ai beaucoup kiffé la musique, je trouve la musique super cool, j'ai presque l'impression de mater un film de John Carpenter en 2025, genre c'est qu'il y a des moments où t'as des synthés qui sont super forts, super appuyés, qu'on entend dans des scènes un peu lambda genre, et c'est extrêmement bizarre. En plus c'était une séquence de neige, donc ça m'a fait penser à The Thing un peu dans ce délire-là. Mais en fait je trouve qu'ils arrivent à offrir leur propre patte par rapport au Daft Punk, c'est que Daft Punk avait un côté plus chill, plus ambiant, plus calme. Là, c'est une musique qui est beaucoup plus agressive, beaucoup plus violente, beaucoup plus négative. C'est qu'on est sur quelque chose de plus métalleux dans la BO, qui va beaucoup plus gueuler, qui va beaucoup plus forcer sur les traits, et du coup qui fait la musique on l'entend quoi, c'est la musique on l'entend. Elle va pas nous apaiser comme dans Tron Legacy, là la musique va nous réveiller. Et heureusement qu'elle nous réveille parce que le reste du film est pas ouf quoi. Donc je trouve que la musique c'est vraiment le gros point fort, j'aime beaucoup, je l'écoute maintenant parce que j'ai vraiment kiffé, donc très bonne musique. Après il y a quand même une BO un peu plus calme dans la séquence de la grille, originelle qui est pas mal aussi. Et puis les effets spéciaux sont parfaits, comme dans le deuxième bien sûr. C'est que les effets spéciaux sont vraiment excellents, c'est qu'il y a des très beaux plans assez cool, c'est que l'on profite un petit peu du fait que maintenant les IA vont sur Terre dans ce film là. Donc tu as des plans de nuit qui sont très cool avec la course-poursuite de moto. On joue bien sûr avec les lasers rouges en densité solide qui sortent de l'arrière des motos, donc des IA. Et là surtout le combat final avec ce vaisseau qui va tirer plein de missiles rouges, qui va faire tout un détour un peu en pyramide rouge dans les buildings, dans les buildings du coup de New York. Donc je trouve qu'il y a des visuels assez cool visuellement qui reflètent bien la chose, et puis les costumes et l'environnement de base est plutôt bien fait, donc en termes de budget, en termes d'effets visuels c'est assez bien fait. Et puis il y a quelques idées dans le scénario qui sont pas mal. Déjà l'idée de l'eau, le fait que l'eau soit une texture que les IA ne connaissent pas et qu'ils soient perturbés par l'eau, c'est que leur eau est faite de pixels, mais du coup quand ils rentrent en contact avec l'eau de la Terre, ils connaissent pas cette sensation, et ils sont très surpris, donc il y a un côté il y a une forme de naïveté qui est plutôt intéressante par rapport à l'eau, qui est sympathique. Et l'utilisation d'imprimantes 3D, c'est qu'en fait, on ramène les IA dans ce film-là via des imprimantes 3D géantes, et c'est une idée très cohérente avec le reste de la saga bien sûr, et qui visuellement rend assez bien. Ça aussi c'est quelque chose qui était plutôt intéressant. Donc cool aussi. Il y a aussi le chrono, le fait que les IA, j'aime bien ce petit rajout réaliste qui rappelle un peu les films d'époque avec des top chronos, le fait que les films doivent aller vite, le côté un peu film compte à rebours, le fait que les IA ne peuvent survivre que 29 minutes je crois dans le monde réel, et après ils sont tués, ensuite ils sont ramenés à la vie, donc à chaque fois il faut les réimprimer en 3D à chaque fois qu'ils meurent. Donc je trouve que ça c'est une idée qui va assez bien rythmer le film en termes de tempo, et créer une forme d'enjeu qui est plutôt sympathique et qui change un peu des blockbusters actuels. C'est que maintenant tu as un compte à rebours, il faut vite s'en servir pour du coup sauver l'humanité, etc. ou anéantir l'humanité. Donc ça aussi c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et puis il y a le reste du film, c'est que par exemple, tu as le personnage de Greta Lee qui joue, parce que du coup c'est la suite directe de 32, mais on va pas trop traiter de 32, c'est que du coup on te dit que les héros de 32 ont quitté l'entreprise Encom, et du coup c'est Greta Lee qui a pris l'entreprise. Greta Lee dont la sœur est décédée du coup il y a quelques temps avant ce film-là, la sœur dans le film, pas elle, pas l'actrice. Et donc pendant tout le film, ce personnage va essayer de faire amende avec son deuil. Du coup, je sais pas si ça se dit en français, parce que je sais qu'en anglais c'est to make amend with her grief, mais je sais pas si ça se dit en français faire amende. Mais je le dis quand même, je suis en train d'angliciser le français maintenant, mais bref, vous m'avez compris. Donc, désolé, le personnage de Greta Lee m'a pas fasciné. C'est que, en fait, elle est triste parce que sa sœur est morte, parce que sa sœur avait révolutionné plein de choses, et elle est presque jalouse du fait que sa sœur était si forte, mais à la fois elle veut surpasser sa sœur pour la rendre hommage et pour terminer son travail, et à la fois par satisfaction personnelle d'être aussi bien qu'elle et d'être à un aussi bon niveau
qu'elle avait en son temps, quoi. Donc c'est un arc qui peut être intéressant, mais j'avoue que j'étais pas investi, j'ai pas réussi à être investi par cet arc-là, ça m'a un peu ennuyé. C'est que moi je suis dans Tron, moi je veux voir des IA, je veux voir des robots, je veux voir des mondes virtuels. Donc moi voir un arc humain, oui ça change de Tron Legacy où c'est assez fade. C'est vrai que Greta Lee je l'ai pas trouvé extraordinaire, elle fait le café, elle est sympathique, mais... Et puis à côté, oui, après il y avait aussi, il y a un comic relief qui est avec elle durant tout le film qui m'a cassé... Arrêtez avec le comic relief. En fait, à chaque fois qu'on voit un comic relief dans un gros blockbuster, tu sais que ça va être un film un peu nul, un film basique TF1. C'est vraiment ça, c'est un film TF1, Tron Ares. Et franchement, ce putain de comic relief, mais me sort par les yeux. Du coup, c'est aussi pour ça que j'aimais pas les scènes avec Greta Lee aussi, on va dire. Et puis, il y a aussi Jared Leto, que j'ai trouvé inexistant. Jared Leto, c'est le protagoniste, c'est Arès, du coup, parce que du coup, on joue sur les divinités, Arès, Athéna, les dieux de la guerre, les dieux des armées, etc. Et du coup, le perso de Greta Lee qui s'appelle Eve, qui va réussir à faire transporter un arbre d'orange, bon, pas de pomme, je crois, dans le monde réel. Oui, ils essayent de créer un background un peu divin. C'est comme Evan Peters qui se fait plus ou moins passer pour Dieu dans le monde virtuel avec la grosse tête géante de Master Control rouge. Et ensuite, quand les IA le voient en tant que simple humain dans le monde réel, ils sont un peu déçus presque. Donc c'est un film qui aime bien jouer sur le statut de la divinité en fait. Donc ça, je trouve que c'est une idée qui est intéressante, mais qui est malheureusement beaucoup trop sous-développée. Ça, c'est quelque chose qui est assez dommageable pour le coup. Mais Jared Leto est censé camper une IA qui va s'humaniser, qui va douter de sa mission et qui va se raccrocher à l'humanité des personnages qu'il va croiser tout le long de l'œuvre. Et malgré tout, malgré le fait qu'à la fin, il devienne plus ou moins un personnage qui va vivre avec les humains, qui va s'habituer aux coutumes humaines, devenir poteau avec Greta Lee, Jared Leto joue la même chose de A à Z. Il est fadasse, il joue comme une IA tout le film. Au début, c'est normal, mais je trouve que dans le reste du film, après, je me dis, je trouve que son duo avec Greta Lee est très très cringe. Parce que Greta Lee essaye d'être un peu expressive, Greta Lee essaye de faire genre qu'elle rigole à ses vannes et tout, alors que Jared Leto, lui, il est comme ça tout le film, il est tout fade. Et en vrai, pour moi, c'est pas le problème de Jared Leto, pour moi, c'est vraiment un problème de direction d'acteur, parce que je pense que Jared Leto, il aurait pu le jouer bien, parce que Jared Leto, il a quand même un sacré CV, quand même, faut le dire, malgré tout ce qu'il a pu avoir. Mais je pense que Joaquin Rowling ne savait pas comment diriger son personnage, et donc il en a fait un robot de A à Z. Mais du coup, c'est un personnage qui est très artificiel dans tous les sens du terme, parce que c'est un personnage qui va se retourner contre son créateur, qui va se retourner contre tout le monde, devient une forme de héros. Mais en fait, on le voit juste effectuer des actions. On le voit effectuer des actions. En fait, c'est un personnage qui est trop factuel. Il n'est pas émotionnel, il est factuel. C'est que, oui, j'aime bien Dépêche Mode, mais on n'a pas de séquence émotionnelle sur le fait que, oh putain, il a des émotions. Pas du tout. C'est un personnage qui va effectuer des actions qui vont déterminer son évolution. Mais émotionnellement parlant, intrinsèquement dans le fond du personnage, il n'y a rien qui se passe en fait. C'est que le scénario te dit qu'il se passe quelque chose, mais le personnage ne te le montre pas. Ce qui fait que le personnage est très décevant. Parce qu'à la fin, oui, il devient gentil, il a son costume bleu, il prend le cercle, etc. Il rigole un petit peu avec Jeff Bridges et c'est tout quoi. Donc je trouve que Jared Leto, c'est une énorme déception aussi sur un protagoniste qui est très décevant, en plus du fait que personne n'ait demandé Jared Leto dans le rôle principal de ce film-là. Donc il y a ça. D'ailleurs, Jeff Bridges, petit caméo du coup, pareil, artificiel, fan service de fou. C'est que c'était très cool, oui, de voir la grille originelle, le rendu original de la grille du premier film Tron, hommage très sympa. Jeff Bridges, ça me fait toujours plaisir de le voir. En plus, moi, pour une fois, tant qu'à faire des revivals d'anciennes franchises, moi, ça me fait plaisir de moins me dire que dans les 3 films Tron, on a ramené Jeff Bridges. C'est qu'on s'est dit, dans les Star Wars, on va buter Luke Skywalker, on va buter Han Solo. Au moins, dans les films Tron, on se dit, Tron, c'est Jeff Bridges, donc on va le mettre dans tous les films. Donc je trouve ça cool de le rendre hommage et de rendre hommage aux racines de la saga, ça c'est bien. Après, il sert à que dalle, c'est qu'il a un rôle, oui, il y a un petit rôle scénaristique qui leur oblige du coup à faire la séquence où il est présent, mais on aurait pu totalement faire sans. On aurait pu totalement trouver une autre idée scénaristique pour parvenir aux enjeux du film que ramener Jeff Bridges. C'est que Jeff Bridges, déjà sa présence n'a aucun sens, c'est qu'à la fin de 32, il est censé être mort, il s'est sacrifié pour sauver son fils, etc. Et là, dans ce film, on te dit qu'en fait, c'est une espèce de fantôme, d'image de lui, qui apparaît en même temps que Jared Leto pour lui parler dans la grille. En gros, c'est un fantôme de force, quoi. Ils ont fait Star Wars avec Jeff Bridges, et ouais, c'est un peu ta gueule, c'est magique en fait, c'est qu'il est là, c'est un programme, les programmes ça crée des fantômes, et voilà. Donc en fait, Jeff Bridges il est là, mais pas vraiment là, donc bon bref, fan service, c'était sympa de le voir, mais c'était artificiel de fou comme je l'ai dit. Et puis Evan Peters, pareil, c'est quand du coup on est dans le cliché. Après toute la saga a toujours été très très cliché par rapport au capitalisme, bien sûr, mais nous sommes dans le cliché du coup de l'entrepreneur qui veut se servir des IA pour créer une super armée pour les militaires, pour se faire plein de thunes. Et Evan Peters est plutôt bon dans le rôle, il y a le côté un peu fou de la jeunesse dans son personnage.
Après, il est pas fascinant, c'est pas un personnage de fou, il y a rien qui le rend incroyable. On essaye de te faire croire qu'il y a peut-être un semblant de personnalité, de complexité dans son personnage en le confrontant constamment à sa mère, du coup, Gillian Anderson. Mais en vrai, Gillian Anderson, pour tout le film, est juste en train de lui dire que t'es une merde et que t'es con, en fait. Et à la fin, on remarque qu'elle avait raison quand elle se fait tuer. Du coup, on te fait croire que le personnage est intéressant, mais il l'est pas, il est très classique. Et ces séquences avec sa mère le confirment d'autant plus. Ce qui fait que c'est le méchant businessman un peu bateau. Et à tous les coups, c'était le rôle qu'aurait dû avoir Cillian Murphy à une époque. Il a bien fait d'esquiver ce film-là, quoi. Après, je pense qu'il coûte plus cher et que Cillian Murphy n'aurait pas accepté de jouer dans ce film avec un scénario comme ça, quoi. Et puis j'aimerais faire un petit MVP à Cameron Monaghan, dans une scène plutôt sympa, la séquence du hacking, où en fait, le hacking dans l'univers de Tron, c'est deux peuples de deux couleurs différentes qui se battent. Ça, c'est assez cool comme personnification du hacking aussi, c'est sympathique. Que les deux entreprises se servent de leurs intelligences artificielles pour s'affronter via le monde virtuel, ça c'est plutôt intéressant. Mais du coup, il y avait Cameron Monaghan, donc le mec qui a joué le Joker dans Gotham, et qui a joué Cal Kestis dans les jeux vidéo Star Wars Fallen Order, Jedi Fallen Order. 2 secondes de temps d'écran, à un moment donné, il perd son casque, on voit que c'est Cameron Monaghan, et après il se fait buter. Quel gâchis de Cameron Monaghan. J'aime bien Cameron Monaghan, je trouve que c'est un acteur qui est très très sympa et tout. Inutile. Du coup, au final, pour moi, en ayant fait ce bilan, ce constat global, le meilleur personnage du film, c'est Athena, jouée par Jodie Turner-Smith, que j'avais détesté dans The Acolyte, mais après j'ai tout détesté dans The Acolyte, d'ailleurs. Mais là, elle joue une Terminator. Elle joue une Terminator qui respecte les directives de son maître, entre guillemets, et qui va les exécuter de A à Z. Donc, à la fin, du coup, elle remplit son boulot, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Et elle a quand même quelques séquences d'émotion, quelques séquences de doute, quand elle a la pluie qui tombe sur elle, bien sûr. Les séquences où elle meurt, où elle crie très fort, et on sent la douleur malgré tout quand elle se fait désintégrer à chaque fois qu'elle meurt. Et la fin, où quand elle parle avec Jared Leto, qu'elle se rend compte que Jared Leto, lui, a trouvé une forme de libre arbitre qu'elle n'a pas trouvé, et meurt un peu dans la tristesse. Donc c'est un personnage qui est un peu plus... C'est un personnage en 3 dimensions, on va dire, parce que c'est censé être le cas, mais qui a un peu plus de dimensions que les autres, quoi. Elle a un jeu très très monotone, mais avec quelques petits pics un peu d'émotion qui la rendent plutôt sympa et qui en fait une antagoniste un peu plus mémorable que Evan Peters, quoi. Donc voilà. Mais sinon en termes de mise en scène, désolé. Par exemple, le film est beaucoup moins beau que Tron Legacy. C'est que Tron Legacy, même quand elle est sur Terre, il faisait beau. Là, Tron Ares, le film est beau quand on est dans les mondes virtuels, le film est beau quand il fait nuit, mais quand il fait jour, le film est moche. Par exemple, les séquences où t'as Jared Leto qui prend l'ascenseur avec Greta Lee, ou la séquence où ils sont en voiture en train de discuter, on dirait un film Marvel nul, avec un éclairage fadasse, où t'as un Jared Leto avec un costume de Power Rangers qui parle avec Greta Lee, je trouve. Je trouve que ça désacralise les IA dans l'univers de... C'est que ce film-là, c'est les IA qui vont sur Terre, et t'en as une qui va sur Terre et qui va conduire une voiture et papoter tranquille avec Greta Lee en parlant de bullshit, genre. Et j'ai trouvé ça super kitsch, ça faisait très fan film, c'était très très moche, et en fait dès qu'il fait jour dans ce film-là, c'est très moche et c'est très laid, et en plus il y a rien d'intéressant dans la réalisation, c'est que, par exemple, il y a une longue course-poursuite en moto avec Greta Lee, qui est très très molle, j'ai trouvé ça très mou, parce qu'en fait, la mise en scène fait que j'ai l'impression qu'on se fait chier, c'est qu'il se passe pas grand-chose. Ces motos qui se dépassent, puis ils se font dépasser, puis ils se redépassent, et il se passe rien, je trouve, dans cette séquence de course-poursuite en moto. Donc c'est très très dommage, et puis il y a plein d'éléments de Tron qu'on n'a pas, il me semble. On a beaucoup moins de disques dans ce film-là. On n'a pas Tron, d'ailleurs, parce que c'est aussi ça, c'est que la saga s'appelle Tron, mais là, il n'y a pas Tron. Bon, après ça fait très longtemps que Tron a été mis de côté dans la saga. Mais bref, après on s'en fiche un peu, dans l'absolu. Et le duel final, c'est que j'ai bien aimé toute la séquence avec le vaisseau à la fin dans le combat final, ça c'était cool, c'était bien foutu, bien stylé, et j'ai bien aimé les contrastes de couleurs avec les lignes rouges, et le fait qu'il fasse nuit avec du coup les buildings new-yorkais, du coup ça c'était cool. Mais le duel final entre Athena et Ares, oh là là, le surdécoupage, les caméras épaules, oh là là, c'est... La mise en scène de Kosinski dans le deuxième film était beaucoup plus organique, plus linéaire, plus lisible, plus sympathique, alors que là c'est vraiment une mise en scène de film TF1 sur Tron. Du coup le duel final semble être assez bien chorégraphié, mais en termes de pure mise en scène, c'est trop cuté, c'est vraiment tous les blockbusters d'aujourd'hui, et qu'on comprend pas tous les gestes qu'il y a dans ce combat final, ce qui fait que le film est assez décevant dans son climax, malgré un début de climax qui était intéressant. Et puis tu as cette scène post-générique qui m'a paradoxalement fait beaucoup penser à la scène post-générique de Pirates des Caraïbes 5, où justement Joaquin Phoenix dans Pirates des Caraïbes 5 nous avait teasé le retour de David Jones et le fait que en fait on va flinguer la saga Pirates des Caraïbes. Et dans celui-là c'est moins grave certes, mais c'est un peu le même type de scène post-générique, c'est du coup Evan Peters qui va du coup devenir le nouveau, il s'appelait comment? Le nouveau Scar, le nouveau Skiar je crois, donc le méchant du premier film. Il va prendre le disque, il va avoir le même costume que le méchant du premier film,
et en gros il va devenir le nouveau Scar, du coup, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ça n'a aucun sens, je sais pas pourquoi il devient ça, est-ce que ça a une logique scénaristique, je ne sais pas, on le saura jamais parce qu'il n'y aura pas de suite. Et puis aussi il y a Jared Leto qui va partir à la recherche d'Olivia Wilde, en mode ouais je veux rechercher des gens comme moi, etc. Donc oui c'est un film qui est censé teaser une potentielle suite avec le retour des héros du deuxième film, et du coup Evan Peters en grand méchant entre guillemets. Je crois que j'ai plus ou moins tout dit, mais oui, Tron Ares, c'est très moyen. C'est que déjà les deux premiers films sont pas des chefs-d'œuvre pour moi, ça reste quand même des bons films, c'est des films qui osent des choses, et même là par exemple, Tron Ares, comme j'ai dit, n'a aucune originalité, ne tente aucune innovation technologique non plus, c'est que les deux films en avaient tenté, celui-ci ne tente rien. Ce qui est dommage parce qu'il y avait une information qui nous disait qu'à la base, dans la séquence avec Jeff Bridges aurait dû avoir un assistant avec lui, qui aurait été totalement généré par l'intelligence artificielle, donc avec une vraie IA. Et il y en a beaucoup, et en gros, Disney, pour éviter les polémiques, ont annulé cette idée-là, on l'a abandonné. Moi, personnellement, moi, j'aurais pas détesté l'idée, hein, honnêtement. Genre de voir une vraie IA conçue par une IA dans ce film Tron, je trouve que ça va à fond dans le propos de Tron, et je trouve que c'est une idée qui aurait potentiellement été intéressante, qui aurait fait parler, qui aurait au moins donné quelque chose de potentiellement inédit dans la saga Tron, que malheureusement nous n'avons pas dans le résultat final. Donc c'est pour ça que Tron Ares, c'est extrêmement moyen, c'est regardable, c'est un blockbuster TF1. Ils ont réussi à rendre Tron, en fait ils ont réussi à rendre la saga Tron, qui avait toujours ce côté spécial dans son univers assez cool, un bateau basique, fade en fait. Du coup je trouve qu'on a complètement dénaturé Tron avec ce film-là, et du coup c'est un film qui se regarde, divertissement honnête, mais extrêmement moyen, très pauvre, totalement facultatif par rapport au précédent. Donc c'est un film, le film n'aurait pu ne pas exister, quoi. C'est qu'il y a 2-3 idées, comme je vous l'ai dit, qui sont sympathiques, mais ça ne va jamais au-delà de ces 3 petites idées-là, donc c'est ainsi que pour moi, Saga Tron se termine, quoi, sur des teasings, du coup ça termine sur des teasings, bien sûr, qui ne vont jamais avoir de réponse. Bon après, c'est pas des teasings trop violents, c'est que la saga peut s'arrêter là, c'est pas grave non plus, quoi. Donc, mais bref, quoi, voilà. Donc voilà mon avis sur les 3 films Tron, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette trilogie, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de mon avis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, et ainsi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou tout ce que vous voulez, et puis je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo, et ciao.